bienvenue dans le podcast La Bière Patrie, le podcast qui nous rassemble tous sous le même drapeau. Moi c'est Karetch et nous allons parler bière dans ce podcast. Chères auditrices et chers auditeurs, merci d'être présents pour ce nouveau format de la Bière Patrie. Vous l'aurez peut-être relevé dans le titre de l'épisode. Aujourd'hui, je ne reçois pas d'invité pour évoquer son parcours. Par contre, je suis en très bonne compagnie. Vous l'avez entendu et vu récemment dans le podcast. Mesdames et messieurs, Zitolo est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Karetch. Comment est-ce que tu vas ? Ça va super bien et toi ? Ben ça va, hein, on est content de faire quelque chose de nouveau, donc content de lancer l'expérience avec toi. Pour vous expliquer brièvement ce nouveau format, nous allons axer l'épisode sur la dégustation de bière, mais aussi des rubriques comme la présentation d'une brasserie par exemple, ou encore l'explication d'un style. Il est clair que je n'abandonne pas le premier format du podcast, la mise à l'honneur des différents acteurs du monde brassicole, mais c'est une manière de vous proposer un peu plus de contenu, donc voilà. J'en profite d'ores et déjà pour remercier Laurent Zitolo ici présent avec moi, qui me suit dans cette nouvelle aventure et qui a déjà bien travaillé pour ce nouveau format. Donc merci à toi Laurent. Merci à toi d'avoir surtout proposé cette nouvelle aventure et ce nouveau projet en duo. Oui, mais quand il faut boire de la bière, on est toujours là. On est toujours d'accord. Aujourd'hui, pour le premier épisode, on a décidé de frapper très très fort pour marquer le premier épisode, quoi. Quel est le point commun entre les deux bières que nous allons déguster aujourd'hui, Laurent ? Eh bien, écoute, le point commun entre les deux bières qu'on va déguster aujourd'hui, c'est qu'elles seront sans alcool. Et oui, on est au mois de février, et donc le mois de la tournée minérale. Et donc c'était la bonne occasion pour parler un peu de ce style qui est de plus en plus à la mode au niveau du public belge et européen. C'est bien ça. Donc voilà, on peut enregistrer cet épisode le matin, puisqu'il n'y a pas d'alcool. Hein, Parfait. C'est léger, c'est juste ce qu'il faut. Donc pour commencer cet épisode, je voudrais d'abord préciser une première chose. Qu'est-ce qui est considéré d'abord sans alcool ? À ce sujet, on n'est pas sur le même pied d'égalité avec nos voisins français, par exemple. En Belgique, on peut appeler une bière sans alcool quand ça va jusqu'à 0,5% d'alcool, tandis que par exemple nos amis français peuvent aller jusqu'à 1,2% d'alcool. Du coup, ça change déjà beaucoup de choses. Hein. Ça change beaucoup de choses. Maintenant, en termes de qualité de produit, on verra qu'il y a des petites différences, on le verra plus tard dans l'épisode. Ouais. Alors la première chose peut-être à dire aussi, c'est comment on fait. On a parlé un petit peu off. Il y avait deux manières de voir la chose. C'est ça. Il y a vraiment deux écoles pour faire une bière sans alcool. Il y a l'idée d'abord de faire une bière qui directement sera fermentée avec des levures spécifiques ou des procédés qui vont faire qu'on va produire un taux d'alcool très très bas, ou alors le fait de produire une bière de manière classique et on va s'occuper de retirer l'alcool après. Voilà, donc c'est bien ça. Donc il faut vraiment scinder en deux. Donc il y a plusieurs techniques. On peut par exemple réduire l'apport en malt pour limiter le sucre qu'on va extraire, donc donner moins à manger aux levures. On peut brasser à des températures plus basses aussi pour extraire le moins possible de sucre. On a aussi la possibilité d'utiliser des levures qui fonctionnent moins, enfin qui mangent moins, des sucres mais qui vont pas dégager d'alcool ou peut-être très 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 peu. C'est ça. Donc par exemple il y a cette souche de levure qui s'appelle Saccharomyces ludwigi. Et donc cette souche là a cette action de produire moins d'alcool. On peut également arrêter la fermentation très tôt dans le processus, mais alors le vrai problème de cette manière de fonctionner, c'est que la bière n'est pas pétillante, du coup ça n'a pas. C'est compliqué, il faut regazéifier par après, donc ça nécessite en fait un process supplémentaire, et puis après faut éviter d'avoir les mauvaises surprises derrière aussi. Ouais. Donc ça c'était pour la première partie. Donc la deuxième partie où il y a une action plus physique, où on intervient. C'est ça, là on va inclure du matériel ou une action physique de l'homme
Ce ne sont plus les levures spécifiques ou les températures qui vont jouer. C'est vraiment du matériel physique qui va faire que on va retirer l'alcool d'une bière classique. Oui. Donc il y a le moyen de la filtration, où là on va pousser la bière dans des filtres qui retiennent les molécules d'éthanol. C'est ça. Après, cette technique n'est pas vraiment indiquée pour des petits brasseurs parce que je pense, la plus coûteuse. Ouais, c'est très coûteux. Il faut vraiment du matériel spécifique et donc il faut vraiment avoir l'utilité. Je veux dire, c'est pas hyper rentable pour brasser une seule bière sans alcool. Donc généralement, ça va être plutôt les grosses brasseries qui vont le faire ou les brasseries qui font à façon. Oui. Où ils vont produire plusieurs bières sans alcool. C'est ça, oui. Qui eux seront équipés de ce matériel, quoi. Oui. Alors il y a aussi par évaporation où là on monte en température et ça c'est un peu plus long à faire. Et alors il y a l'ébullition sous vide, donc on baisse la pression et alors on conserve mieux les arômes dans la bière, mais de nouveau c'est un processus qui est beaucoup plus complexe aussi. Et de nouveau qui nécessite du matériel spécifique et donc il faut vraiment avoir l'utilité d'en faire ou en très gros volume ou avoir plusieurs bières sans alcool à faire sur l'installation. C'est bien ça. Je remarque qu'on parle beaucoup. Mais malgré que c'est une sans alcool, on ne l'a pas encore ouverte la première bière. Elle se cache juste à côté de moi. Alors, je vais chercher ça. Alors sur le temps que Laurent sort la première bière, je vais déjà vous dire ce que c'est comme bière. On a choisi aujourd'hui pour la première dégustation, la Troubadour Zestra. Moi personnellement, je ne l'ai pas encore dégusté cette bière-là. Je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion d'en boire déjà, Laurent. Eh bien oui, parce que donc, comme j'expliquais lors de l'épisode qu'on avait fait ensemble pour la découverte d'Ito, Bière Patrie, oui. Je ne rentre jamais de bière au magasin, en tout cas sans goûter au préalable. C'est très très rare, quoi. Oui. Et donc du coup, ici j'ai été agréablement surpris puisqu'on va être. On m'avait pas prévenu à l'avance que c'était une bière sans alcool. J'ai d'ailleurs fait goûter mes collègues au bureau aussi pour leur faire une petite blague. et du coup, oui, c'est une bière sans alcool qui garde quand même ce caractère de bière classique. Alors bien sûr, il y a moins de longueur en bouche et de tenue en bouche, mais forcément l'alcool n'est plus là. Mais voilà, il y a toujours autant, je pense, de caractère et de goût. Oui. Et ça, c'est. Alors, je la mets ici devant. J'espère qu'on la verra à la caméra. Donc, voilà, j'ai versé les deux petits galopins. On va mettre le nez dedans. On peut directement sentir que c'est assez houblonné. Oui. Et j'ai quand même une base maltée aussi, je trouve, qui ressort, mais oui, légèrement malté, ouais. Mais c'est vraiment le houblon qui va dominer et alors assez fruité au nez. Ça va être sur des arômes de houblon type un peu IPA, fruits tropicaux. C'est ça, oui. Fruits blancs, ce genre de choses. Ouais. Donc on en a pas encore parlé, mais cette bière donc annoncée sans alcool est à 0,3. Donc on est bien dans les conditions pour être sans alcool en Belgique et du coup en France aussi. Le nom Zestra, est-ce que tu sais d'où ça vient? Ça fait référence en fait à l'écorce des oranges, donc le zeste, et voilà pourquoi ils ont donné ce nom à la bière. Zestra. Oui, c'est normal qu'on retrouve du coup ce côté agrume. Ouais. Alors elle est particulièrement fraîche. C'est peut-être une bière à déguster plus en été sur une terrasse. Oui, en terrasse ou bien simplement parce que parfois il y a aussi des personnes pour qui boire de l'alcool est contre-indiqué, mais qui ne peuvent plus boire d'alcool pour des soucis de santé ou autre chose. Et donc du coup, ça peut se boire facilement aussi toute l'année. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres bières sans alcool peut-être plus maltées qui se boiront plus facilement en automne ou en hiver. Oui. Ben, ici, c'est vraiment le côté agrume qui fait, oui, c'est très rafraîchissant. Ouais. Et voilà, pour les personnes qui conduisent ou pour qui c'est contre-indiqué
de boire de l'alcool, par contre qui aiment la bière, Oui. la bonne bière, c'est vraiment un chouette produit à boire sans modération. Sans modération. Je te propose de la goûter quand même. Ouais, santé. Santé à vous. Alors, ce que je peux déjà dire, c'est que pour une bière sans alcool, on a quand même un corps qui est là. Je trouve que c'est pas totalement aqueux. Non, tout à fait. Il y a quand même, comme je disais, un peu de corps qui est là. Il y a vraiment une base maltée que tu vas pouvoir avoir un peu de rondeur en bouche en même temps. L'amertume est quand même bien présente. Le côté fruité houblonné l'est un peu moins en bouche qu'au nez. Mais, mais ça reste quand même agréable. Ouais. On le retrouve quand même, je trouve, le côté fruité. On le retrouve, mais tu as raison. Je veux dire, au nez, c'est vraiment le côté houblonné qui domine le côté maltais, et c'est beaucoup plus équilibré en bouche. T'as tout à fait raison. Quelque chose que je note aussi, je sais pas comment toi tu le ressens, j'ai la pétillance qui est quand même bien présente. Une pétillance bien présente, donc c'est ça que je dis, c'est vraiment une bière, je pense que c'est assez agréable pour l'été, parce que la pétillance va amener pas mal de fraîcheur aussi, et la déguster à l'aveugle peut en surprendre, je pense, plus d'un. Oui, c'est vrai. Par contre, ici dans mes notes, je relève qu'il parle de fruits à noyaux. Je ne sais pas si tu as côté pêche ou... Petit côté pêche blanche, je dis, fruits blancs, pêche blanche. Moi ça personnellement, je t'avoue que je l'ai un peu moins. J'ai plus le côté agrume que fruits à noyaux, mais voilà, très 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 chouette quand même. Au nez, je pense qu'on l'a bien. C'est vraiment un mix agrume et pêche blanche. C'est moi qui l'ai un peu moins. Voilà. Comme on dit, hein, chaque palais est différent et chaque nez aussi. Tout à fait, oui. Faudrait peut-être que je me remette à manger des pêches pour avoir ce nez qui me revienne en tête. Est-ce qu'on parle un petit peu de la brasserie? Ça va être aussi une étape dans nos épisodes de la bière patrie déguste. On va vous parler un petit peu de brasserie. Je ne sais pas si tu veux que je commence. Non, vas-y, commence. Ouais. Donc, en fait, la brasserie, je ne sais même pas si on l'a évoqué. En fait, on a parlé de la bière, mais pas de la brasserie. Mais pas de la brasserie, ah ouais. Donc, c'est une brasserie belge qui s'appelle The Musketeers. L'histoire commence avec 4 amis en formation d'ingénieurs brasseurs à l'université de Gand, pardon. Ils commencent à brasser, plutôt comme un hobby. Mais en 2004, deux des mousquetaires, du coup, ont envie d'en faire eux leur métier. C'est d'ailleurs eux qui sont toujours, je pense, à la tête de la brasserie. Tout à fait. Donc, je pense que j'ai pas dit leur nom. C'est monsieur Stéphane Zoetemans et Christophe Dereau. Je ne sais pas si j'aurais prononcé correctement leur nom. Ils m'excuseront si si j'ai un peu estropié le nom. Jusqu'en 2019, ils vont faire brasser leur bière par une autre brasserie belge, la brasserie De Proef. Qui se situe au nord-est de Gand. En 2016, donc 3 ans avant de réaliser leur premier brasset, les brasseurs font l'acquisition d'une ancienne briqueterie à Saint-Gilloise. Je sais pas si je prononce de nouveau bien. Et alors ils vont rénover cet ancien bâtiment. Juste à côté de cette briqueterie, ils vont également construire un autre bâtiment où ils vont installer la salle de brassage, l'entrepôt et des bureaux. Alors, ils annoncent sur leur site internet qu'ils ont une capacité de brasser d'entre 20 et 60 hectos par lot. Et alors, ils annoncent une production annuelle de 8000 hectolitres. Donc, ça fait déjà un petit peu On n'est pas sur une toute petite brasserie, c'est clair. On reste dans un mode micro-brasserie, comme on les appelle chez nous. Mais c'est clair qu'on est déjà sur des grosses productions.
J'en profite pour boire un petit coup. Je pense, je ne suis plus sûr de moi parce que je ne l'ai pas noté dans mes notes du coup. Je crois qu'ils font l'équivalent. L'équivalent, ça fait plus ou moins 3 millions de bouteilles de bière, je crois. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Du coup, plusieurs de leurs bières vont remporter des prix lors de concours nationaux et internationaux. Vous connaissez peut-être, chers auditeurs et auditrices, la Troubadour Magma et l'Antigone en sont, ces deux bières-là en sont la preuve. Et ils ont plusieurs gammes de bières. Je ne sais pas si tu les connais, pardon, Laurent. Alors, je ne les connais pas par cœur, mais je les travaille quasi toutes au magasin. Et donc vraiment la bière phare chez eux, c'est la Troubadour Magma. C'est bien et ça. donc ils n'hésitent pas à la décliner en une série, on va dire, plus classique, et puis une série un peu moins. Donc ils ont fait une blonde en Troubadour, ils ont fait une IPA, une bière noire houblonnée, type un peu black IPA, un stout, une bière brune. Voilà, on reste dans la série Troubadour. Et puis après, ils ont ce qu'ils appellent la spéciale édition. Et donc chaque année, ils font une magma un peu différente, un peu brettée, un peu passée en fût. Voilà. D'accord. Chaque année, ça change. Disponible en 33 centilitres. Voilà, souvent pour ces séries-là, quoi. Oui. Et alors la Zestra fait partie de la série Troubadour aussi, puisqu'on va rester sur cette base de bière. Oui. Ils ont ensuite ce qu'ils appellent la Belgian Legend Series, et donc là on va retrouver pour les amateurs d'IPA la Jack Precious, qui est, je pense, bien connue des amateurs d'IPA. Oui, celle-là est bien connue, c'est vrai. Je pense. Et alors l'Antigone, qui est une White IPA. Et ça fait partie de leur Belgian Legend Series, puisqu'on reste sur des IPA à la belge, finalement. Ils ont ce qu'ils appellent la Bucket List, et là on va retourner sur des bières plutôt éphémères, bien que l'une ou l'autre reste actuelle et reste entre dans la gamme classique, quoi. Oui. Mais je pense que, pardon, je t'interromps, je pense que c'est comme dans beaucoup de brasseries en somme, on fait des essais et puis c'est vrai que s'il y a des... Si ça marche, Voilà. ça reste, quoi. C'est ça. Clairement. Maintenant, voilà, ils ont un peu un fil conducteur, c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui vit différentes aventures, qui n'hésite pas à aller côtoyer les gens, qui fait du parachutisme, qui va dire bonjour à sa voisine. Voilà, c'est un peu un peu plus ludique, des choses un peu plus qui sont un peu plus avertis quand même. Oui. Mais pour les gens qui veulent découvrir, ça reste quand même accessible, quoi. On n'est pas sur vraiment du craft, on est vraiment sur quelque chose de un peu plus original, mais qui reste accessible. D'ailleurs, j'ai peur de dire une bêtise, mais je voudrais rebondir sur ce qu'on vient de dire. Je pense, si je ne m'abuse, que la Kiss My Neighbor's Wife, Ouais, c'est ça. mon anglais est toujours déplorable. C'était une éphémère qui est devenue Permanente. Donc Ouais. maintenant, on peut la trouver en canette toute l'année C'est bien ça. dans les différents points de vente, et notamment au magasin où je travaille. Bah, chez Allez, disons-le. On peut le dire. Chez Aldi. Du coup, Je pense qu'il y a encore deux autres séries. ouais. Alors ils ont une série plus classique, ce qu'ils appellent l'ABI Series. Et Ouais. donc là, on est sur les goûts de l'eau. Donc c'est vraiment une gamme plus bière typée ABI, ouais. Voilà. Ouais. Mais qui ne sont pas brassés en ABI, hein, voilà. Toujours brassés au même endroit. Je dois bien Mais c'est t'avouer. au niveau du style, quoi. Ouais. On va retrouver cette série-là, quoi. C'est vraiment pour les amateurs de trappistes, de bière d'abbaye. Voilà, un amateur de maretsu, par exemple, ou Oui. Pédieu peut s'y retrouver dans cette gamme-là. Je dois bien t'avouer, je n'ai jamais goûté cette série-là. Et moi, je ne l'ai pas au magasin parce qu'on a déjà pas mal d'autres alternatives. Oui. Voilà, c'est plus. Voilà. Après, ça reste de très bons produits parce qu'on reste sur la même qualité. Mousquetaire fait des bières vraiment top en qualité à des prix très 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 accessibles. C'est jamais très cher quand on achète une mousquetaire, donc c'est. Oui. Voilà, ça reste bien. C'est pour les gens qui veulent un peu avoir autre chose que les bières d'abbaye classiques, quoi. Et alors une dernière série qui est la collab. Une série des D'accord. collabs qui Ouais. font avec différents partenaires. Bon, là, ça dépend un peu des intervenants, et des fois ça rentre, des fois pas. Voilà. Ils ont fait a priori une collab avec les cidres Ruet, par exemple, D'accord. pour faire une triple cidre. Et alors, ils ont fait une IPA, mais je ne sais plus trop avec qui ils avaient fait ça. Je n'ai pas la référence non plus, je dois bien te l'avouer. Mais voilà, c'est plus des cuvées confidentielles. Parfois, on a l'un ou l'autre bac qui arrive au magasin, mais D'accord. c'est moins, voilà, donc c'est
c'est plus énigmatique. Ouais. Ok. On peut également dire sur la brasserie qu'il y a un bar situé dans l'ancienne briqueterie où il est possible de déguster plusieurs de leurs bières au fût. Alors ils annoncent, si je ne me trompe pas, 8 bières différentes au fût dans ce bar. Je suppose que ça doit tourner. C'est déjà pas mal et puis ça permet d'avoir que chacun y trouve son compte, je pense. Ouais, exactement. Il est également possible de visiter la brasserie. Ça se fait de plus en plus de visiter des brasseries comme ça. T'as déjà eu l'occasion de visiter celle-ci, toi, Laurent? Alors j'ai pas encore eu l'occasion, bien que Benjamin, qui est le délégué qui s'occupe de nous au magasin, me l'a déjà proposé plus d'une fois. On a fait plusieurs concours aussi où des clients ont pu gagner des visites de la brasserie là-bas. Oui. Mais voilà, ça va probablement se faire. Si c'est pas cette année, l'année prochaine. Donc voilà, il y a toujours moyen. Et vous verrez, c'est Benjamin, quelqu'un de très sympa qui peut vous accueillir là-bas aussi. Et lui s'occupe principalement de la Wallonie et du nord de la France. Donc il a beaucoup de déplacements. Mais voilà, et si ça s'organise suffisamment tôt à l'avance, il y a moyen de faire des événements là-bas. Ok, bah écoute, si tu y vas, la prochaine petite rubrique, c'est la petite brève, que j'ai appelé ça, et bah du coup tu pourras nous faire ton retour. Un petit reportage là-bas. Et... oh bah pourquoi pas. Bah voilà, du coup je viens d'annoncer la prochaine petite rubrique. Et la petite rubrique s'appelle la petite brève. Je voudrais qu'on évoque dans cette petite brève une information que vous avez peut-être eu l'occasion de lire sur le Facebook de notre cher Zitolo, ici présent. La Rochefort Extra va être disponible au fût. Oui, alors il faut savoir que Rochefort n'a jamais fait de fût. Donc c'est une grande nouveauté pour eux. Et donc ici, la vue du marché et vu le succès de la triple extra qu'ils ont développé il y a maintenant 2 ans et demi, 3 ans, ils ont décidé de tenter l'aventure du fût. Et donc elle sera disponible chez tous les cafés, dans tous les membres Horeca qui distribuent déjà la Rochefort, en tout cas pour ceux qui en ont fait la demande. Okay. Alors attention, ce sera en quantité très limitée, puisque chez nous, par exemple, au magasin, on a droit à 44 fûts pour la saison. Ah oui. Donc voilà, si vous connaissez un endroit où vous pouvez aller déguster une Rochefort extra au fût, n'hésitez pas à aller la goûter, ça vous vaudra vraiment la peine. Bah, c'est une bonne nouvelle en tout cas, donc jetez-vous. Oui, et j'imagine que l'expérience sera peut-être reproduite à plus grande échelle si vraiment il y a une demande et si vraiment il y a un succès par rapport à ça au fût. Mais c'est vrai que déguster des trappistes au fût, je crois qu'il y a vraiment que Chimay, Westmalle en fait un petit peu, mais c'est plus rare. Et toi, tu apprécies boire des bières comme ça au fût alors typiquement. Oui. Bien sûr, déjà la bière au fût, voilà, ça reste un must pour moi. Si t'as le choix, pardon, je t'interromps, mais si t'as le choix dans un café, un produit au fût ou la même à la bouteille, tu iras d'office vers le fût. Oui, je pense, je vais d'office vers le fût. D'abord parce que c'est un moyen aussi de pouvoir avoir une 25 centilitres et pas une 33 forcément. Oui. Donc ça permet d'en boire plus. Oui, c'est vrai. Ou d'être plus prudent, c'est seulement. Mais oui, les bières au fût sont souvent un peu moins pétillantes, plus onctueuses. Oui. C'est plus agréable. Eh ben, très bien. Donc, petite brève très sympathique, ma foi. Rendez-vous sur les terrasses en été. Ne vous battez pas si vous êtes plusieurs à déguster. J'espère qu'il y en aura quand même pour tout le monde. Donc voilà, ils annoncent quand même que c'est pour la saison estivale. Donc voilà, probablement que une fois qu'on quittera la saison estivale, je veux dire début de l'automne, milieu de l'automne, c'est probable que ce soit en rupture. Rupture de stock. Rupture de stock, ouais. Je ne sais pas toi. Si, je sais très bien parce que je le vois en fait. Moi, sur le temps que tu parles, tu vois, j'ai déjà j'ai déjà bu toute ma bière, toute cette troubadour Zestra. Donc je vais la mettre en retrait derrière nous. Alors pour vous qui nous écoutez en podcast audio, évidemment, ça ne vous intéresse pas forcément, mais ici, ah ben voilà, sur le côté, on va prendre la suivante. Et donc la suivante est toujours une bière sans alcool. Par contre, celle-ci est un chouïa plus forte. Donc on est à 0,4 ici sur cette bière. Attention si vous prenez le volant. Ouais. Il en faudra quand même 2-3 là.
Hop, j'en profite pour dégager les verres. Et donc, avant de la verser, je vais la montrer à la caméra. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va déguster en deuxième bière, mon cher Laurent? Alors, je suis venu en voiture, mais dans le coffre, il y avait une petite trottinette. Donc c'est une trottinette de la brasserie Drink Drink. On en parlait en off. Ils brassent leur bière eux-mêmes. Oui, c'est sur Bruxelles. Donc c'est des petits volumes, mais ils brassent bien eux-mêmes. Tu sais plus ou moins quel âge elle a la brasserie? Il me semble que j'ai vu quelque chose, mais je ne sais pas si tu as une autre information que moi. T'as une idée de... Non, j'ai pas trop... Je pense que ça fait plus ou moins 6 ans qu'ils existent, mais... Non, ça va probablement faire 6 ans. Je dirais plutôt 4 vraiment qui sont connus D'accord. et distribués. Je pense qu'au début c'était un peu plus confidentiel. Ok. Après, je n'ai pas travaillé l'histoire vraiment de la brasserie. Mais voilà, c'est une brasserie qui est assez demandée, en tout cas dans le Namurois, et je pense aussi en région liégeoise, mais à quantité très petite. On reste sur une production bio, donc ça Oui. c'est aussi important à signaler. Et ici pour la sans alcool, on est sur un style session IPA. D'accord, ok. Il faut quand même bien le signaler parce que du coup toutes leurs bières font référence à ça. Ils sont aussi bien passionnés de bière que de vélo évidemment. De vélo. Donc voilà pourquoi le nom de cette bière. Ils utilisent dans cette bière, c'est un petit détail, mais du froment et du seigle. En plus du malt d'orge. Donc voilà, je voulais le stipuler aussi. Alors, est-ce qu'on met notre nez dedans? On va en tout cas le mettre au-dessus. Alors, si je peux me permettre déjà, je sais pas ce que tu en penses, mais un peu moins aromatique. C'est un peu moins expressif en voilà, tout cas. c'est ça. Exactement. Elle est bien fraîche cependant, donc peut-être qu'elle va s'exprimer un petit peu d'ici quelques minutes. Alors, pour vous expliquer, vous qui nous écoutez en audio, j'ai utilisé des petits verres galopins, des petits verres de dégustation. Donc, je ne verse pas comme sauvage la bière dans le verre. Donc, c'est vrai qu'ici, il y a déjà quasi plus de mousse. Enfin, il y a même plus à voir là. Oui, mais je pense qu'honnêtement, même s'il reste plus qu'une petite colorette de mousse, elle est quand même persistante. Donc, en la versant dans un verre classique Oui. et de manière correcte, je pense qu'on doit pouvoir avoir une mousse qui reste persistante, puisque on a quand même ce col qui reste accroché au verre. Est-ce qu'on la goûte? Santé. Santé à vous. Santé à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient directement en bouche ou? Alors, au nez, j'étais plus maltais que la première. Oui. En bouche, on ressent comme un petit côté maltais, un petit côté un peu pain blanc. Oui. Alors, tu as une rondeur, et là, je pense qu'on est un peu plus sur le fruit à noyau que la précédente. Mon côté moins houblonné, l'amertume un peu moins prononcée aussi. Bah écoute, je te pose la question justement parce que moi, j'ai une petite pointe citronnée, je ne sais pas. Point d'acidité. Ouais. Mais vraiment ce côté citron. Alors c'est pas, ça ne dépasse pas le côté maltais, Ouais. mais j'ai cette petite pointe de citron qui vient directement en bouche, moi personnellement. Tu avais, je pense, la liste des houblons utilisés peut-être dans. Alors là, du coup, je ne sais pas dans quelle proportion ils utilisent ces houblons-là, mais ils en ont quand même mis quelques-uns dans cette trottinette. Ils ont utilisé du Nelson Sauvin, du Citra, du Chinook Amarillo, Simcoe, Equanote et Sabro. Alors pour les fans de Sabro, ils en ont mis dedans aussi. Oui, je vois même qu'ils ont, sur l'étiquette, ils ont rajouté du Mandarina Bavaria aussi. Ah ben voilà. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de houblon dedans. Après, c'est vrai que quand on est sur une bière avec moins d'alcool, donc forcément moins de tenue
en bouche, on va essayer d'agrémenter le goût d'une autre manière, et donc mettre pas mal de houblon, ça aide à équilibrer en fait le corps de la bière. Ouais. Je rebois un petit coup, sortez à vous. On n'a pas parlé d'une chose, l'amertume par exemple. Sur celle-ci, elle vient et elle disparaît quasi Elle directement. est un peu moins présente, et donc je pense ils ont probablement mis pas mal de houblon en dry hopping, ouais. et moins à l'ébullition. Alors, ce qui est étonnant, je ne sais pas sur... ouais, vas-y. Je ne sais pas si peut une autre... il référence autre chose sur la bouteille, mais moi sur les notes que j'avais pu prendre dans leur site internet, ils annoncent un IBU à 30. Je t'avoue que moi je suis très loin de... Oui, je suis pas aussi certain que dans la réalité on soit là. Maintenant, il faut bien aussi se rendre compte. Donc oui, effectivement, IBU à 30, mais l'IBU est tout relatif, parce que le ressenti entre l'IBU calculé pour la recette et le ressenti en bouche peut vraiment varier. Oui, exact. Par rapport à ce que le goût va te donner comme perception de cette amertume. Oui. Donc, il ne faut pas juste, quand vous choisissez une bière, vous faire confiance aux chiffres de l'IBU. Oui. Il faut aussi prendre en compte l'aspect global de la bière. Donc une bière plus ronde, plus sucrée, va paraître forcément diminuer la perception de l'amertume, bien que celle-ci soit annoncée à 30. Et à l'inverse, une bière très pétillante aura tendance à révéler un peu plus aussi. À accentuer un peu plus. Ouais. Bah écoute, chouette dégustation quand même. Je me demande si j'ai pas la tête qui commence à tourner avec ces bières là. Ah non, Penses-tu que ce soit à cause de ça? Non, mais ici, un petit détail quand même pour ne pas dire de bêtises. On peut lire sur l'étiquette ici que celle-ci a bien été brassée chez Anders, par contre. Ah ben voilà. Comme ça, même s'ils brassent une partie de leur production, apparemment celle-ci a été brassée chez Anders, qui est une brasserie spécialisée pour les bières à façon. Donc j'imagine que simplement ils n'étaient peut-être pas équipés du matériel comme on l'expliquait tout à l'heure pour pouvoir le faire, mais que c'était intéressant pour eux de le faire. Oui. Ben voilà, c'est une bonne chose de l'avoir relevé aussi. Mon cher Laurent, oui. on a décidé de faire. Alors il y aura plusieurs rubriques différentes, mais ici typiquement dans cet épisode, on voulait parler d'un sujet qui va revenir dans plusieurs podcasts. C'est parler d'un ingrédient par exemple, ou parler de matériel, ou parler de... Ouais, ça sera le moment Zito. Voilà. Simplement. Ça peut être... C'est vrai qu'on cherchait un nom. C'est ça. Ça pourrait être ce nom, donc le moment Zito. Ici, en l'occurrence, de quoi vas-tu nous parler, Laurent? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un ingrédient de base de la bière, qui est le malt. Oui. Malt qui peut être de différentes céréales. Voilà. Le malt, en fait, c'est quoi? C'est une céréale qu'on va malter, donc c'est qu'on va chauffer pour arriver à un degré spécifique de couleur. Cette chauffe va aussi permettre la germination du grain qui aura été préalablement humidifié, pour lui faire croire en fait qu'il est temps de germer. Donc on va humidifier le grain frais. Oui. On va le mettre dans des grands fours qui vont être chauffés. Ouais. Je vais prendre ici directement les infos. Et donc le processus va être, on va prendre les grains du silo, les mettre dans les grandes bassines pour les humidifier. Ensuite, ils vont être mis à différents paliers d'un grand four pour être chauffés à différents degrés. Ouais. Cette action va dire au grain, il est temps de te réveiller et de germer. Pourquoi? Parce que il faut savoir que dans le grain, il y a une petite capsule d'amidon
Et nous, ce qu'on veut, c'est retirer le sucre de cet amidon. Et donc, on va lui faire croire qu'il est temps de germer. À ce moment-là, le grain va ouvrir cette petite capsule pour libérer le sucre qui va donner l'énergie nécessaire au grain de se développer. Oui. Et donc de créer finalement une nouvelle plante. Sauf que il y a un moment donné où on va mettre une chauffe beaucoup plus forte pour arrêter cet esprit, mais la petite coque qui enfermait l'amidon se sera ouverte entre-temps. Alors juste pour apporter un petit détail, il faut quand même bien savoir, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de prendre un grès qui n'avait pas été malté. Je vous défie d'essayer de le presser entre votre pouce et l'index. Je vous promets que vous allez vous faire mal avant avant d'ouvrir le grain frais. Oui, c'est plus compliqué. Voilà, donc c'est vraiment pour ça qu'il faut faire germer ce grain pour libérer vraiment cette capsule là. Et alors, comme tu l'as dit, on va pouvoir en extraire l'amidon pour le transformer après en sucre fermenticible. Est-ce que tu as... On peut déjà parler aussi de différentes sortes de grains, ça peut être chouette. Donc il y a l'orge, évidemment, qui est le plus connu, que vous avez juste ici pour ceux qui voient la vidéo. Donc ce sont on va dire que ça compose plus ou moins 90% des céréales utilisées pour faire de la bière, en tout cas en Europe. Ensuite, cet orge, on va pouvoir le malter à différents degrés, et donc il va passer du plus clair ici à du plus foncé, limite noir, évidemment pour donner les différentes couleurs de la bière. Et donc fatalement, plus le grain va être chauffé, moins il va rester d'amidon fermenticible à l'intérieur, donc plus le grain est noir, à un moment donné, il ne donnera plus rien. Ça va juste donner de la couleur. Et donc, pour des bières noires, on va mixer simplement une petite partie de grain noir avec beaucoup de grains de base pour avoir juste la couleur. Mais l'alcool sera apporté par le grain de base. Oui, il faut bien savoir que juste du malt torréfié, c'est impossible de faire impossible. Et puis ce serait impossible à boire, ce serait comme un café beaucoup trop amer. Du brûlé, quoi. Ce serait du brûlé, c'est ça, un jus brûlé. ça donne pas envie, comme ça. Non, et sans alcool en plus, c'est vraiment dommage. Au niveau des sortes de céréales, donc on a ce qu'on appelle le froment, plus communément appelé le blé. Oui, c'est un peu comme les smacks. Ça ressemble à ça. Bon, je me permets de le dire, on essaiera quand même de prendre une photo pour mettre sur les réseaux sociaux. Oui. Comme ça, vous verrez. Alors pour ceux qui sont en audio, forcément, vous ne voyez rien, mais même à la caméra ici, je ne pense pas qu'on voit les détails. Ouais. Mais voilà, on prendra une petite photo. Imaginez-vous un smack, ça ressemble à ça en tout petit. Et alors, on a aussi du sec, ça je n'en ai pas amené, mais on reste sur plus ou moins la même forme que l'orge classique, un peu plus fin, un peu plus foncé. Oui. Ça va aider à la peintabilité, à la sécheresse de la bière. Et alors, on a évidemment les flocons d'avoine qui, eux, vont apporter pas mal ça va rendre la bière plus soyeuse, une mousse plus onctueuse, plus de corps. Voilà. Tu vois bien de quoi je parle. Ouais. J'aime beaucoup quand il y a de l'avoine dans la bière. On va dire que moi, j'en mets dans 90% des bières que je brasse, donc c'est une céréale très intéressante. Et sous forme de flocons, parce qu'elle va libérer juste des protéines, un petit peu de sucre, mais c'est pas du tout le but. Ça va mieux libérer les protéines qui vont agir dans la bière. On peut parler aussi des flocons de maïs, c'est plus pour les pils. On utilise beaucoup au niveau des brasseries américaines, parce que c'est la céréale la plus dominante là-bas. Voilà, c'est plus pour la peintabilité, le maïs, même si ça apporte le taux de sucre le plus important au monde. Je veux dire, ça apporte juste du sucre et c'est tout. Ouais. Et puis c'est moins cher aussi. Alors, au niveau de l'orge, on peut parler simplement qu'en Europe, on cultive spécialement du 2 rangs ou du 6 rangs. Au niveau brassicole, on va principalement utiliser du 2 rangs. Pourquoi ? Parce que ça apporte plus d'amidon dans un seul grain, et donc ça prend moins de place, etc. Donc, c'est ça se concentre vraiment dans... Oui, c'est ça. Et donc après, historiquement, avant on cultivait du 6 grains, mais du coup ça prend plus de place, etc. Donc, voilà.
même si certaines brasseries rebrassent avec un peu de 6 grains pour faire des bières historiques, au niveau de la rentabilité, on est mieux de partir sur du 2 grains. Donc le process, on en a parlé, le process de maltage, voilà, on chauffe les grains pour obtenir différentes couleurs de grains. Au niveau du grain d'orge, on en a parlé, donc il y a vraiment cette petite radicelle qui sera coupée, qui est tout au-dessus, la capsule d'amidon à l'intérieur, et évidemment l'amidon qui va se libérer, se transformer en sucre. On a ensuite les enzymes qui vont venir découper ces petites chaînes de sucre, les petites paires de ciseaux à différents endroits, et c'est ce qui va donc transformer la chaîne de sucre en maltose ou en glucose pour avoir des sucres fermentescibles ou des sucres complexes. Alors là, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a alpha-amylase, bêta-amylase. Exactement. C'est les fameux. Enfin, je sais pas si tu vas en parler après, mais il y a les fameux paliers de. Oui, non, ça on n'en parle pas aujourd'hui, mais voilà, il faut juste retenir que en fait, le sucre c'est comme un petit collier et que les enzymes qui sont présents vont venir découper ces petits colliers à certains endroits pour libérer des petites perles, et en fonction des petits chaînons de perles qu'on va avoir, on aura des sucres plus fermentescibles que d'autres ou pas. C'est ça, ouais. Alors, là, un petit détail à savoir au niveau des grains, c'est le BC. Vous voyez ça un peu sur les bouteilles. On en a, je pense que tu as la bouteille qui est toujours près de toi, peut-être. Le BC, c'est ce qu'on appelle l'European Brewing Convention, donc c'est une convention européenne qui a été décidée pour donner une échelle de couleur à la bière. Et donc, on peut voir ici, par exemple, celle-ci, la couleur de la trottinette, on est sur du 10 EBC. Évidemment, plus on va monter, plus ça va foncer. On peut se retrouver à du 100, 120, 140 maximum pour une bière ultra noire. Oui, au-delà de certains niveaux, on ne distingue plus la différence. C'est du noir. Ouais, c'est ça. Noir, c'est noir. Je ne me serais pas lancé dans ce genre d'aventure. Voilà. Donc ça, c'était pour le BC. Donc en fait, si vous voyez sur des bouteilles, des canettes, le BC, ça correspond simplement à l'échelle de couleur de la bière que vous avez dégustée. On peut retrouver aussi, pour ceux qui brassent, l'indice EBC sur les paquets de grains qui vous donnera une indication sur la couleur que le grain pourra apporter à votre bière. Donc c'est assez intéressant aussi. Voilà, moi j'en ai fini pour l'explication du moment, Zito. Bah écoute, c'est bien gentil de ta part. Alors évidemment, on évoque comme ça des choses dans le podcast. Si vous voulez vous renseigner bien plus, il y a moyen de trouver ça, que ce soit sur internet ou enfin il y a plein d'autres moyens. Ou alors Vous venez à un atelier. Voilà, exactement. Un atelier Zitolo. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook Zitolo, consulter les différents ateliers qui parlent notamment du malt et d'autres choses. Ouais, les ingrédients de la bière. Les ingrédients de la bière, puis d'autres thèmes évidemment qui seront abordés tout au long de l'année. Ouais. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je voudrais faire une dernière petite rubrique pour ce podcast. Alors, elle ne sera peut-être pas là tout le temps, mais en tout cas ici, je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus. Donc c'est la petite rubrique question fourre-tout. J'aurais voulu savoir par rapport au magasin où tu travailles, est-ce que vous vendez pas mal de bières sans alcool? Et est-ce que il y a de belles propositions ici? On vient d'en goûter deux. Moi, je dois bien t'avouer que j'ai une petite préférence pour la Troubadour, qui est franchement chouette. Et à l'aveugle, je serais quand même curieux de faire goûter à des copains, c'est ça. Leur demander ce qu'ils en pensent de cette bière et sans révéler. C'est une bière sans alcool. Je pense que ça peut, tu peux avoir de drôles de surprises. Je pense que je vais faire l'expérience. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu peux dire par rapport au magasin, ton expérience. On s'aperçoit évidemment que on entre dans une période avec le dry up January, le dry January, pas le dry up. Ouais. Ça peut être. Et la tournée minérale. Tu vas peut-être lancer quelque chose, hein. Non, mais ça, je ne suis pas le premier à le faire, puisque la source avait développé son dry up January. C'est vrai? Ouais, je ne savais pas. Mais voilà, tu m'as appris quelque chose. C'est pour ça que ma langue a fourché d'ailleurs. Non, mais le dry January, donc l'idée de passer le mois de janvier sans alcool, et la tournée minérale de février où on ne boit que de l'eau. Voilà,
un mouvement qui prend de plus en plus d'importance, où les gens font plus attention à ce qu'ils boivent, à leur santé, etc. Donc c'est clair qu'on a développé chez nous au magasin une offre un peu plus importante par rapport à ça, même si forcément ce n'est pas le rayon près. Enfin, Ouais, ouais. voilà, c'est quelques références, hein, mais ça, voilà, on a une vingtaine de références différentes en bière sans alcool. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà pas mal. Hein, voilà. On essaie de trouver évidemment des bières sans alcool où on valorise quand même des brasseries artisanales. Hein, donc, Oui. voilà. Même si on a les classiques aussi, Jupiler, Carlsberg, Leffe, voilà. Mais on essaie de valoriser évidemment les bières sans alcool des micro-brasseries. En sachant, comme la trottinette, que c'est quand même compliqué pour certaines techniques. Oui, c'est ça. Maintenant, voilà, certaines brasseries, comme pour Drink Ring, la font faire dans des brasseries qui sont équipées pour. Ouais. Et donc, ça reste quand même intéressant comme bière à déguster, puisque des bières sans alcool typées ou blonnées un peu IPA, il n'y en a quand même pas énormément sur le marché. Ouais. Mais voilà, ça reste agréable et chouette à boire. Et voilà, pour ceux qui veulent faire un petit effort pendant le mois de février, ou comme je l'expliquais tantôt, les personnes qui ne peuvent plus boire d'alcool, ou simplement si on a prévu de reprendre le volant après, c'est des bières qui sont agréables à boire. C'est vrai. J'avais vu passer sur un Discord d'une personne dont on ne parlera pas parce que chaque fois je l'ennuie avec avec ça. J'avais vu que tu avais publié un article de beer.be, on les salue, qui relevait le potentiel danger des bières sans alcool. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Le potentiel danger, bon, faut remettre aussi les choses vraiment à leur place, puisque en fait c'est une étude américaine Oui. Qui a déterminé que plus la bière était basse en alcool, et effectivement plus le risque de propagation de bactéries dans la bière était important, puisque forcément il y a peu de gens encore qui savent que c'est l'alcool qui conserve le produit dans la bière, et donc voilà, de facto, forcément plus la bière est basse en alcool, et plus le risque, on va dire entre guillemets, qu'une bactérie se développe dans cette bière est important. Il y a aussi l'aspect acide de la bière aussi qui protège un peu, et d'ailleurs plus on va descendre dans le niveau d'acidité d'une gueuse ou dans l'orbic, moins il va y avoir Oui, forcément, et donc l'acidité protège aussi la bière d'une certaine manière, mais c'est pour ça que vous trouvez un petit peu d'acidité aussi dans les bières sans alcool, pour essayer de la protéger d'une autre manière. Maintenant, voilà, ce qui est surtout important, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit une bière sans alcool ou une bière classique. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous gardez vos bières dans des bonnes conditions de température, Oui. dans des bonnes conditions visuelles, c'est-à-dire qu'on va pas mettre sa bière en plein soleil sur une étagère ou dans le salon à côté du poêle. Si vous gardez ça vraiment dans vos caves, dans vos frigos, à l'abri de la lumière et des variations de température, idéalement en dessous de 12 degrés, à ce moment-là, voilà, vous diminuez ce risque potentiel de développement d'une bactérie dans votre bière, mais ça reste aussi valable, même si c'est plus important pour une bière sans alcool, ça reste aussi valable pour des bières classiques. Oui. Hein, donc, et aussi on est quand même bien d'accord sur une chose, la bière sans alcool n'est pas faite pour être gardée. Non, voilà, une bière sans alcool n'est pas faite pour être gardée. Voilà, c'est une bière qu'on achète, qu'on doit consommer dans les 2-3 mois maximum. Je veux dire, généralement, quand les gens achètent une bière sans alcool, c'est parce qu'ils vont à un barbecue, ils ne peuvent pas boire d'alcool ou ce genre de choses. Donc, a priori, je veux dire, ce n'est pas la bière qu'on garde dans sa cave pendant 2 ans. Elle se bonifiera pas en tout cas. Je ne pense pas. Ce sera plutôt l'effet inverse. Donc, lorsque vous achetez des bières sans alcool, ne les laissez pas traîner vraiment trop longtemps. Ouais. Eh ben écoute, on arrive à la fin de cet épisode qui, je dois bien te l'avouer, a duré plus que ce que je ne pensais, parce qu'on oui. on va arriver tout doucement à l'heure, je pense, à 50 minutes d'enregistrement. Ben écoute, je te remercie d'avoir fait ce travail, en tout cas de m'avoir accompagné pour cet épisode. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient d'enregistrer, ce qu'on vient de dire. Non, comme je disais tout à l'heure, je te remercie de m'avoir proposé ce petit projet en duo. Oui. Ça me fait beaucoup plaisir de partager en même temps mes connaissances et ma passion, et de le faire avec toi. Et on va se retrouver très vite pour un prochain enregistrement. Tout à fait. Donc voilà. On peut te dire à quoi il sera consacré, ou tu gardes le...
Ah, ce serait... Allez, si, on ferait encore bien. On donnerait peut-être envie aux gens. Allez, on parlerait peut-être pas des bières de basse fermentation. Ah si, les lagers, je pense qu'on va... Les lagers, allez, c'est parti. Donc voilà, vous savez déjà ce dont on parlera dans le prochain épisode de la bière patrie déguste. Écoute, je te salue. Je vous salue, chers Salut. ouais, chères auditrices et chers auditeurs. Évidemment, n'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux, que ce soit ceux de Zitolo ou ceux de la bière patrie. J'espère à très bientôt tout le monde et surtout, rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé! Santé.